Président Balakani, Vous en prie. on ne va pas également oublier qu'après la République centrafricaine, le Mali, la Mauritanie, qui ont signé des accords militaires, on va le dire comme ça, avec la Russie, dans les jours à venir, on nous fait savoir d'ailleurs, selon des informations, que ce sera autour de l'Angola, de la Namibie, du Mozambique, du Zimbabwe et de l'Éthiopie. Du Burkina Faso. Et du Burkina Faso. Oui. Ben, mon cher gosse, ben, c'est une dynamique historique et ce n'est pas le fait du hasard. Oui. Je vous ai expliqué la convergence concrète et stratégique, naturelle et historique qui ont créé les conditions de ce partenariat. En fait, c'est une chance pour le monde. C'est même divin. C'est divin. Je suis de ceux qui croient, qui ont pensé, qui savent, parce que j'ai vécu ça. La foi, on le vit. Au-delà de ce qu'on dit, c'est un vécu intérieur. Oui. Je sais que Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité, le vrai Dieu. Intervient dans l'histoire de l'humanité. C'est le plus grand géopoliticien, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. On démontrera ça dans d'autres comptes. Je n'en parle tout le temps au professeur Bellec, il a fini par bien comprendre sur ces questions-là. Donc, c'est historique. La Russie, c'est une puissance globale. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'une puissance globale? C'est une puissance qui ne peut exister que s'il a une capacité de projection globale, c'est-à-dire au niveau de la planète. C'est ça. Oui. Au sens noble du mot, c'est ça. La Russie, c'est une puissance globale. Elle est en rivalité avec d'autres puissances globales. Les États-Unis. Bon, pour la Chine, c'est spécial. Ils ont une relation, mais je t'aime moi non plus quand même. Ils sont alliés, mais la Russie n'a pas oublié que la Chine est capable, pour ses intérêts, de tourner dans la Russie. On a vu ça pendant la guerre froide, pour Belek. Où la Russie s'est alliée, après s'est alliée aux Occidentaux à un moment donné, et a rompu avec la Russie, avec le reste de l'époque. Donc je n'invente rien, c'est pas nouveau, ça s'est déjà passé. Vous avez l'Union européenne, qui est une puissance globale pour l'instant, sur le plan financier, mais qui se prépare à devenir une puissance militaire. Vous comprenez? Donc, des puissances globales s'affrontent. Hein, les États-Unis et consorts. Donc, la Russie, il faut comprendre ça. Cette globalisation, au sens noble du mot, pas les histoires des Khazars et leur sorcellerie qui va être détruite dans les années qui viennent, cette globalisation géopolitique impose à la Russie une stratégie globale. Donc, à partir du moment où les Européens lui déclarent la guerre, ils sont allés jusqu'à l'attaquer dans son sanctuaire. C'est ça la révolution du Maïdan, Oui. l'Ukraine, c'est l'enjeu ukrainien, où les Européens sont allés à ce niveau. La Russie est obligée de leur tourner le dos sur le plan géopolitique et de considérer que ce sont ses ennemis. Mais à partir du moment-là, pour la survie de la Russie, il faut rapidement développer, n'est-ce pas, une stratégie globale, maintenant, qui va, au-delà de l'Asie, embrasser l'Afrique, qui était comment on dit ça, la basse-cour de l'Occident. C'est ça, les enjeux de la présidence russe. Quand on oublie ça, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est ça qui explique donc ce voyage historique. Oui. Ouais, comment cet arc géopolitique, n'est-ce pas, qui va du Sahel jusqu'à Djibouti, c'est-à-dire jusqu'à la corne de l'Afrique. Oui. C'est l'Éthiopie, c'est la corne de l'Afrique. Travaille jusqu'à là-bas. Et vous voyez le basculement qui est en Éthiopie aujourd'hui. Le Premier ministre, comment s'appelle encore, comment s'appelle notre Ahmed là, c'est ça? Oui, je pense Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Premier ministre, je vais vous rappeler que historiquement, ce monsieur, c'est un élément de la CIA. Je vous le dis. Mais comment vous expliquer le retournement? On voit aujourd'hui, qui veut démembrer l'Éthiopie sur les Occidentaux? Qui soutient l'unité de l'Éthiopie? C'est la Russie. Il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est la conséquence du voyage de Sergei Lavrov. Oui. Vous comprenez? Aujourd'hui, Abiy Ahmed, il bombe le torse, il chasse le lieu de son territoire, il nague les Américains parce qu'il a la Russie. Or, la corne de l'Afrique, à un moment donné, était, depuis 10 ans, avant le voyage de Sergei Lavrov, c'était un partage entre les Américains et les Chinois. Et vous connaissez le rôle que joue Djibouti. Djibouti, lui, il est tranquille du fait que, bon, lui, il accueille tout le monde. Lui, il accueille tout le monde. Les Russes, les Chinois, base militaire, les Américains, base militaire. Tout le monde. Il est cool, le gars est tranquille. Ismaël Omargueli, il est tranquille, rien qu'avec ça. Et à partir de ça aussi, il a fermé le bec à la France, qui voulait le déstabiliser avec ce prétendu maître, j'ai oublié de ce temps, c'est qui, que la foi était derrière lui pour le faire le chanteur, pour l'obliger à négocier. Le gars est cool. Les Français ont fermé la bouche, ils ne parlent plus. Mais il faut que la Russie soit là-bas, à la corne de l'Afrique. Vous voyez donc, ce parapluie géopolitique et géomilitaire, oh mon Dieu, est vital pour l'Afrique à l'heure actuelle. Vraiment, comme s'il n'y avait pas la Russie, qu'est-ce qu'on ferait à l'heure actuelle? Qu'aurait fait la Centrafrique? Touadéra n'aurait pas tenu 2 jours.
Après l'émission, je pense qu'on dira haut et fort que nous sommes justement stipendiés par la Russie. On continuera à regarder la France. Le petit garçon de l'Élysée. On ne pas également oublier que Recep Tayyip Erdogan arrive cet après-midi du côté du Togo. Il y est déjà. Il y est déjà d'ailleurs, justement. Oui. Jocelyn, le petit garçon de l'Élysée l'a dit. Professeur Bellec, moi j'ai dit que nous réservons une plainte contre ce garçon quand il va quitter le pouvoir en France. Il a dit qu'on est stipendié par la Russie. Le mot, c'est une injure grave. Parce que nous, quand on fait petit garçon, on n'insulte pas, on peut démontrer. Moi, tout ce qu'il dit de lui, quand je dis voyou, je me demande, il y a un tribunal qui demande de quoi il parle. Ce n'est pas une injure, mais lui, il n'a aucun élément pour démontrer que moi, pour parler de mon cas, je suis stipendié par la Russie. Toi, je sais que tu ne l'es pas. Lui ne l'est pas. Tu ne l'es pas. Mais c'est un petit calomniateur. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a laissé parce qu'il a démontré qu'il était petit, il n'est pas à notre niveau. Parce que comme calomnie, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau des gens comme calomnie. Donc quand tu nous vois là, sur le plateau, il est complexé, il pisse dans son pantalon et c'est normal. Le petit garçon de l'Élysée. Donc, ce parapluie géopolitique, n'est-ce pas, et géomilitaire, est vital pour l'Afrique, mon cher. C'est divin. Le président Touadéra n'aurait pas pu tenir 2 jours sans la Russie. Assimi Goïta ne serait plus en vie aujourd'hui sans la Russie. Il faut dire des choses claires. Très peu de pays africains sont capables de protéger d'autres dirigeants africains quand ils sont en situation. Les expériences passées nous l'ont montré. Mais la Russie, c'est fini. D'abord, ils protègent même le président qui sont là. Oui. Erdogan qui vient là, qui l'a sauvé de la mort. C'est le président russe, Vladimir Poutine. Oui, il venait de faire bombarder un avion russe. Un super avion russe, avec des bombes de l'intérieur. Mais pour des intérêts géopolitiques. Le flegme de Poutine a fait que pour le démontrer, pour lui donner une leçon. Poutine était au courant des complots américains contre lui, n'est-ce pas? Les USA qui étaient ses anciens alliés et les Européens pour l'assassiner, n'est-ce pas? Poutine l'a sauvé. Et depuis ce jour-là, Poutine lui demandait, lui-même il est conscient, quand quelqu'un te sauve la vie, tu fais quoi? Tu es reconnaissant à vie. Voilà l'exemple que je prends. Vous lui devez une deuxième vie. Mais très bien. Voilà l'exemple que je prends de façon concrète pour dire le caractère vital de la présence russe, mon cher gosse. Maintenant, pour aller plus loin, historiquement, même les États-Unis, sur le plan historique, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et parce que les Russes, je l'ai dit, depuis au moins 500 ans, sont en guerre contre les Khazars. Les ancêtres des mondialistes qui dérangent le monde entier. Les Russes, depuis, sont en guerre. C'est un peuple qui a été en guerre contre les Khazars depuis, ce sont les Russes. Et les Khazars ont juré d'exterminer les Russes. Voilà pourquoi dans tous les pays où les Khazars, c'est-à-dire les financiers, tous ces criminels-là, les Illuminati, les talmudistes, partout où ils sont, dans tous les pays où ils sont, ces pays ont une haine viscérale contre la Russie. Pour démontrer pourquoi même historiquement, c'est-à-dire de manière génétique, c'est-à-dire le code génétique historique russe, permettez-moi l'expression, mon cher gosse, la dispose à être notre partenaire. Oui. Parce que la vieille guerre qu'il a liée aux Khazariens n'est pas terminée. Tellement vrai. Aux États-Unis, les gens ne le savent pas. Abraham Lincoln, quel était son allié dans la guerre, contre c'est le nord ou le sud esclavagiste? Le sud. Oui. Mais je ne sais pas, c'était la Russie. Le Tchad a envoyé une colonne militaire, des militaires, un contingent militaire, aux côtés lors de la guerre de sécession d'Abraham Lincoln. Oui. Et plus grave, en plus de Stephen Douglas, qui est le premier noir qui a levé une armée d'esclaves aux côtés de Lincoln, gens ne le savent pas, une armée d'esclaves de plus de 100 000 hommes. Professeur Bellec, Stephen Douglas, notre frère esclave. Il y a un film qui le montre, c'est le film Glory. Ok. C'est là que j'ai vu Denzel Washington pour la première fois. Non, j'ai pas vu. Glory. J'ai pas vu encore. ce film. Oui, cette armée des... Oui, justement. noirs. Oui. Glory. Je n'ai pas vu Je me ça. rappelle. Mais je rappelle ça parce que Stephen Douglas, on en parle peu souvent quand on parle des Africains, l'histoire des Afro-Américains. Mais c'est un génie. Il a discuté avec Abraham Lincoln. Il a levé une armée. Mais sans les Russes qui étaient venus, les gars ne tenaient pas, mon cher gosse. Et à partir de ce moment, il faut l'écouter là. Et alors, il y a eu un grand projet. Le projet américain, russo-américain de l'époque, était de bâtir une économie mondiale anti-impérialiste. C'est-à-dire centrée contre l'Empire britannique, qui, elle, est un empire qui est créé pour détruire le monde. Le problème du monde aujourd'hui, jusqu'à présent, vient de cet empire britannique, jusqu'à aujourd'hui. Empire britannique. Les gens ne le savent pas. Et il y avait une convergence entre les Russes, les Américains et les Allemands. Je crois à l'époque. C'est Bismarck, mon cher gosse, qui voulait justement façonner cette économie mondiale, qui ne devait pas être un jeu en somme nulle. C'est-à-dire que cette dérive néo-malthusienne qui détruit le monde aujourd'hui. C'est-à-dire pour qu'il y ait des gagnants, il faut absolument des perdants. Et on peut gagner, même si toute la majorité du monde perd, pourvu qu'on gagne. C'est ça leur principe. Or, à l'époque, le projet
le projet géopolitique russo-américano-allemand était de créer une économie qui n'a rien à voir avec ça, mon cher Ngoz. Et les routes de la soie, aujourd'hui, chinois, que les gens regardent, ne sont qu'une copie du projet de l'époque qui consistait à unifier le monde à travers des projets d'infrastructure, schémas de fer et consorts, dans le but de jeter une base, cette économie mondiale-là. Ce sont des faits. Donc ça dit que ça vient de là. Et les Russes, alors nous parlons, ont une grande expérience. Ce n'est pas seulement la coopération militaire. Les Russes ont un savoir-faire terrible qu'on méprise dans l'électricité. Les gens ne le savent pas. Dans l'énergie, le gaz. Mon cher Ngoz, le gaz, tout ce qu'on appelle l'ingénierie, dans tous les domaines, la robotique, tous ces consorts, les Russes ont un savoir-faire que notre occidentalisation primaire nous empêche de voir. Et ils peuvent nous le mettre à disposition à moindre coût. Là où les Occidentaux vont vendre à 100 francs, ils vont vous le livrer, vous, à 20 francs. Pourquoi? Je vous dis. Parce que Poutine a compris une chose. Il a tiré les leçons de la fin de la guerre froide parce que les Russes se sont lancés dans un militarisme sur Staline qui n'a pas été supporté par une vraie réalité économique. Vous comprenez? C'est ça qui est à l'origine de la chute de l'URSS. On les a usés dans une guerre économique et ça a fini par impacter la puissance militaire russe. Poutine est tombé dans la perestroïka. Appelez-le comme ça, ce monsieur-là. Gorbatchev. Alors, terminons rapidement. L'ami des Occidentaux, comme Nelson Mandela. Ça va vous dire quelque chose. Donc, aujourd'hui, Poutine a compris une chose, c'est que, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas caché, hein, pour comprendre. Quand il sort, il va à l'extérieur, il s'assure que l'effort que le Russe fait ne pèse pas sur la Russie. D'où on demande aux partenaires aussi de financer un peu, pour qu'il y ait un petit surplus pour renouveler le matériel. Vous comprenez? C'est moins cher. C'est moins cher. Mais ce n'est pas une démarche impérialiste, il faut arrêter ça. Les histoires des petits Français, franco-africains, qui répètent les histoires pour faire plaisir, ben ça fait rire, mon cher Ngoz. Le cas malien est clair par rapport à ça. Vous avez l'autre rapport russe pour nous aider. L'économie de l'industrie du XXIe siècle, le digital, le numérique, tout ça, ils ont un savoir-faire extraordinaire. Vous comprenez? Vous avez l'expérience institutionnelle et constitutionnelle russe. Vous avez vu comment Poutine a monté les institutions russes et en a fait un rempart pour la stabilité de son pays, mon cher Ngoz. Vous avez vu? Il a changé la constitution. Le droit russe est supérieur au droit international. C'est écrit dans la constitution russe. Mais écoutez, il y a là une jurisprudence géopolitique. Mais pourquoi? C'est-à-dire que qui ouvre une possibilité de changer le monde. Parce qu'à partir du moment où vous avez une puissance comme la Russie, qui assume une telle démarche, vous avez les Chinois qui assument une telle démarche, mais les Africains attendent quoi pour faire une alliance, à ce niveau pour changer le monde. Malheureusement, on a l'Union africaine, organisation quasi criminelle, qui travaille contre l'Afrique. C'était à elle de prendre ça et d'aider, de bâtir une véritable alliance, n'est-ce pas, pour aller changer les règles internationales. Parce qu'à partir de là, vous avez un modèle sur lequel vous appuyez, une jurisprudence qui ferme la bouche aux Américains et aux Français et à l'Europe. Vous avez un modèle clair. Au moins, il y a une convergence géopolitique qui permet de réécrire les termes du droit international. Mais on a qui? Vous avez l'Union africaine, vous avez une bande de salariés de l'Union européenne, des salariés, c'est une honte. Ce sont des salariés. Ils ne méritent aucun respect, mon cher Ngoz. Aucun respect, je vous le dis de façon claire. Vous avez une convergence civilisationnelle. Les Russes sont contre les LGBTQIAI, machin, c'est ces choses-là qu'on veut nous imposer. Et c'est écrit dans leur constitution. Mais monsieur Belek, si vous avez une puissance globale comme la Russie, qui dit que le LGBT là, il n'y a pas ça chez moi ici là. Mais vous attendez quoi pour élargir ce boulevard en termes de civilisation mondiale, mon cher professeur, pour renforcer votre arsenal? Qu'est-ce qu'on attend? Mais on a un problème, mon cher Ngoz. La formation géopolitique, géomilitaire et géostratégique des cadres africains, je suis désolé de le dire, ne leur donne pas toujours la hauteur et la consistance nécessaire pour aborder de tels sujets. Pour monter des projets à court, moyen terme, des mécanismes qui permettent de convertir cette donne géopolitique mondiale en un avantage pour les pays africains. Pourquoi? Ils sont francs-maçons, pour la plupart, ils sont dans des ordres ésotériques, et leur formation supérieure, c'est où? C'est à Saint-Cyr, l'université française, c'est aux États-Unis, mais où on les apprendra tout, mais sauf ce que nous sommes en train de dire là. Vous comprenez? Donc, tu nous permets d'ouvrir les yeux sur ceux qui écoutent l'émission, si ça peut leur servir, tant mieux, pour dire que la possibilité
pour dire que la possibilité, on est un tournant de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si ça va durer 30, 20 ans, cette situation, 50 ans, parce que ça peut aller très vite. Et l'avantage, là, on le perd. Si on continue à avoir à la tête de l'OIA, excusez-moi, des salariés de l'Union européenne, l'organisation elle-même ne vaut rien, elle vaut rien, salariés, et qu'on a à la tête d'Afrique des dirigeants, pas seulement les dirigeants, des élites religieuses, spirituelles, traditionnelles, qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucune pensée, qui n'ont aucune hauteur pour comprendre ces enjeux. On va également rappeler à nos téléspectateurs, vous parliez tout à l'heure de Glory. C'est sorti précisément le 15 décembre 1989, qui parle justement de la guerre de sécession et surtout d'un jeune officier nordiste qui revendique les droits égaux pour les soldats noirs de son régiment. Avec